Ce site n'était plus fouillé depuis des dizaines et des dizaines d'années. En fait, il y avait eu, après 100 ans, bien sûr, il y avait plein de sédiments qui étaient tombés de la falaise. Et notre chance, ça a été les blaireaux. Parce qu'en fait, les blaireaux ont pris possession du site, hein, ils ont creusé des galeries. Finalement, le blaireau extrait tout ce sédiment hors de son terrier et on a trouvé des éclats dedans de gros mammifères, du déinothère, le cousin des éléphants. Alors le site de Montredon, en fait, il a été découvert, c'est à cause de la vigne qu'il a été découvert. Et les vignerons, au 19e siècle, sont venus chercher ici du matériel fossile. Sans le savoir, ils sont venus chercher la lignite. Ces niveaux noirs qui correspondent à des végétaux fossilisés et qui sont utilisés pour amender les cultures. Ce site, il est très intéressant parce que c'est quasiment le seul périmètre où on peut trouver des dépôts sédimentaires de cet âge-là. Je m'appelle Gildas Merceron, je suis paléontologue. À la base, j'étais plutôt un passionné d'ornithologie et qui a découvert sur le tard la paléontologie. En fait, le fait de s'intéresser à la paléontologie et tout particulièrement les changements environnementaux, c'est tout à fait en accord avec ma passion première qui était l'ornithologie. Je crois que le coup de cœur, la plus belle observation, c'était il y a 2 ans,
On est passé à côté d'une petite falaise et au retour, je surveillais bien sûr ces éperons rocheux parce que j'imaginais un faucon créstrel, voire même un faucon pèlerin posé dessus. Et en fait, on voit une grosse masse. Et évidemment, comme par hasard, nous n'avions ni appareil photo, ni paire de jumelles, mais pas de souci, on a bien pu l'identifier. C'était le grand-duc, majestueux, posé sur son éperon rocheux, à nous regarder avec ses... C'était magnifique. Voilà, un beau souvenir. Mais lorsque nous avons repris les fouilles ici, il y a une dizaine d'années, on a trouvé plein d'éclats de dents sortis des terriers de blaireaux. Et donc on a commencé les fouilles et on a trouvé ces grosses dents de Deinothère. Hein, c'est des dents plutôt d'une forme carrée, euh, voilà, qui peuvent faire jusqu'à 10 cm hein, pour les plus grosses. Et donc c'était un grand herbivore, ce Deinothère. C'était le cousin des éléphants. Alors ce qui est difficile à faire comprendre au grand public, c'est comment expliquer la présence de très grands mammifères, notamment de Deinothère, hein, cousin des éléphants, ici en Europe, il y a 9 millions d'années. Alors en fait, c'est un événement important qui a pris place il y a à peu près 17 millions d'années. Il y a eu un contact entre la plaque africaine et la plaque européenne et asiatique. Voilà. Et ça a permis à certaines espèces de sortir d'Afrique et à d'autres d'y rentrer. Un fossile, c'est très souvent un élément squelettique ou une portion d'élément squelettique, une dent ou une portion de dent, et exceptionnellement, très exceptionnellement, un spécimen complet. C'est très très rare. Et ce fossile, en fait, c'est un témoin du passé, mais c'est aussi une archive. C'est-à-dire qu'il décèle en lui des informations pour comprendre comment ces espèces ont occupé l'espace. Et donc nous, en tant que paléontologues, on va s'appliquer à extraire des informations sur le comportement alimentaire, les conditions climatiques, le milieu de vie, l'habitat. Voilà. Donc le fossile n'est pas uniquement un joli objet à déposer dans un musée, c'est véritablement une archive du passé pour nous les scientifiques. Et donc la paléontologie trouve toute sa place là-dedans. Puisqu'en fait, pour comprendre les effets des changements sur les espèces animales, sur les espèces végétales, il faut regarder le passé.
ce dinosaure, alors il a été découvert en 2022, je crois que c'était le mois de mars ou le mois d'avril. Je promenais mon chien tout simplement, hein, comme je fais tous les matins avant d'aller au travail. Et donc quand je promène mon chien, je vais dans des zones propices, hein, je fais de la prospection quitte à promener le chien, voilà, je vais dans des zones où j'aime bien regarder au sol. Là, il va y avoir de la casse. Hein. Et on a fait 70 tonnes comme ça, avec Didier. Je suis allé sur une zone où on n'a jamais rien trouvé de significatif, un petit flanc de falaise. Et donc ce matin-là, il y a eu un éboulement récent qui avait été causé par les racines des arbres de la falaise. Et donc dans cet éboulement, il y avait des quantités d'os assez importantes. Donc à ce moment-là, on ne sait pas encore, hein, bien sûr, que c'est un squelette complet en connexion, mais voilà, on a une quantité d'os assez importante. Donc voilà comment j'ai découvert, en promenant mon chien, le premier dinosaure. Alors je m'appelle Damien Boschetto, j'ai 25 ans, je suis natif de Cruzy. J'étais pas du tout passionné par les dinosaures étant petit, j'étais vraiment passionné d'abord par l'archéologie. Et puis j'ai participé à mes premières campagnes de fouilles il y a 8 ans du coup. Et puis au fil des années, voilà, je me suis perfectionné, je me suis passionné de la paléontologie et des dinosaures en particulier. Les sauropodes et les titanosaures, c'est des espèces qui sont très communes. C'est un herbivore qui mangeait principalement en haut de la cime des arbres, en tout cas qui pouvait manger en hauteur, qui est de grande taille, qui a un long cou et une longue queue, donc c'est comme les diplodocus, hein. C'est un animal qui peut faire plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres de long, et plusieurs tonnes bien entendu. Alors ce qui est intéressant avec ce dinosaure, il y a plusieurs choses, hein. Déjà on est sur un squelette en connexion anatomique, c'est-à-dire que tous les os sont encore liés les uns aux autres, c'est assez rare. Hein. C'est vrai que nous jusqu'à aujourd'hui on trouve uniquement des os isolés, individuels. Et ce qui est intéressant d'autant plus d'avoir un squelette en connexion anatomique comme ça, c'est la période dans laquelle il se trouve. On est dans une période clé, hein, juste avant l'extinction des dinosaures, et donc sachant qu'on a très peu de squelettes en connexion, voire pas du tout en Europe à cette période-là, donc ça va nous permettre d'étudier beaucoup de choses. Là, pour le moment, il y a une partie du cou qui est préparée, une partie du crâne qui est préparée, mais juste un petit peu. Donc ces pièces-là, il va falloir les travailler avec précision, avec des aiguilles. C'est un travail de minutie énorme. Il y a ensuite toute l'intégralité du squelette derrière. Hein, donc le bloc sur lequel je suis assis, hein, on a une série dorsale, donc toutes les vertèbres dorsales, la cage thoracique et le bassin. C'est une pièce monumentale, c'est un plâtre qui fait plus de 2,5 tonnes. Donc il y a des années et des années de travail pour nettoyer tout ça. Donc voilà, l'objectif c'est de le remonter entièrement, de faire une reconstitution derrière en le laissant lui dans la position anatomique dans laquelle il est, et entièrement restauré, voilà, pour le montrer au grand public. Ben justement, comme fait par exemple Luc Ebo, hein, montrer, valoriser un petit peu la pièce telle qu'elle est dans son sédiment. Voilà, il en fait de l'art, hein, des pièces esthétiques. Pour des scientifiques, des fois, on n'a pas vraiment d'intérêt, enfin, de rendre la pièce esthétique, en fait, hein, si vous voulez, ils seraient juste capables de la casser, de la dissocier pour l'étudier. Vous savez que c'est assez dommage, d'autant plus que c'est aussi intéressant pour la science d'un point de vue étude, hein, tout simplement. On a la position initiale qui est conservée, ça permet aussi de mettre en valeur les ossements, donc en optant pour des méthodes justement artistiques de préparation, comme le fait par exemple Luc, ça permet de mettre en valeur beaucoup de détails sur les ossements qui permettent aussi d'étudier plus facilement les pièces par exemple. Donc je pense qu'il y a quelque chose à trouver, quelque chose d'important entre les deux, où il faut rattacher vraiment l'art
mettre en valeur le fossile dans son milieu naturel et la science entre les deux. Les deux doivent fonctionner ensemble, c'est très très important. C'est quand même une pièce assez exceptionnelle, ça va permettre de montrer un petit peu les bestioles qui se trouvent dans le Languedoc-Roussillon, dans l'Hérault, et ça sera directement visible au musée de Cruzy, donc c'est des pièces maîtresses pour nous, pour faire grandir un petit peu l'association et le musée. Bonjour Titi. Bonjour. Voilà, Bon, à la place. voilà. Alors, on va poser la défense de Deinoter ici. Oui. C'est ça. Voilà. Bien. On va voir ce que ça donne. Voilà. Eh ben, il y a un éléphant dans le placard.